Ma sœur a engagé des détectives privés pour prouver que j'avais menti au sujet de mon entreprise. Elle avait prévu de m'humilier lors des 80 ans de grand-mère, jusqu'à ce que des adjoints du shérif n'entrent et ne l'arrêtent à la place. L'écran du téléphone s'est allumé à 11h47 un mardi soir, et je savais de qui cela venait avant même de lire le message. 5 ans de silence, et elle n'a pas pu s'en empêcher. Tu ne peux pas continuer à éviter la famille. Les 80 ans de grand-mère sont dans 3 semaines. Viens ou ne viens pas, mais arrête de faire semblant d'avoir une vie qui compte plus que la nôtre. Je me suis assise au bord de mon lit dans le noir, la lumière bleue de l'écran se reflétant sur la couverture encadrée du magazine Forbes 30 posée sur ma table de nuit. La couverture que je n'avais jamais envoyée à mes parents. La couverture dont ma sœur aînée ignorait l'existence. J'ai lu le message 3 fois. Ensuite, j'ai posé le téléphone face contre la couette et j'ai ri, car que faire d'autre quand la femme qui a dit à tout le monde lors du repas de Pâques que vous finiriez probablement par travailler dans la vente au détail pour le reste de votre vie décide quelle est l'autorité morale en matière d'obligation familiale? Je m'appelle Quinn Hartwell. J'ai 31 ans. Je dirige une entreprise de logiciels de logistique à Austin qui a généré 42 millions d'euros de revenus l'année dernière. Et selon ma sœur aînée Bryn, je mens à ce sujet depuis 2020. Laissez-moi revenir en arrière. J'ai grandi dans une petite ville près de Charleston appelée Edisto Bend. Mon père possède la deuxième plus grande agence d'assurance du comté. Ma mère est professeure de piano. Ma sœur aînée Bryn est née la première, de 4 ans et demi mon aînée. Et à partir du moment où j'ai appris à marcher, les comparaisons ont commencé et elles ne se sont jamais arrêtées. Bryn était celle qui avait été admise dans le programme pour surdoués. Bryn était celle qui jouait dans l'équipe de tennis de l'école. Bryn était celle qui avait été acceptée à Vanderbilt avec une bourse partielle. J'étais celle qui ne pouvait pas rester assise en classe. J'étais celle qui avait eu un C en géométrie. J'étais celle à qui, selon ma mère, il fallait dire 3 fois de mettre son assiette dans le lave-vaisselle. À l'âge de 10 ans, j'avais déjà entendu la phrase « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur ?» tellement de fois qu'elle ne résonnait même plus comme une phrase. C'était juste un son que mes parents faisaient quand ils étaient fatigués ou déçus ou les deux. J'ai terminé le lycée de justesse avec une moyenne de 3 points. Je suis allé dans une université d'État parce que personne ne m'a proposé de m'aider à chercher mieux ailleurs. J'ai étudié l'informatique non pas parce que quelqu'un dans ma famille m'y a encouragé, mais parce que j'ai appris à coder par moi-même à 14 ans pendant un long été misérable où ma sœur était en Europe pour un séjour d'études à l'étranger pour lequel mes parents avaient dépensé 8 000 €. Pendant qu'elle mangeait des glaces à Florence, j'étais assise dans notre sous-sol à apprendre Python avec un livre de la bibliothèque et un cours gratuit sur Coursera. Cet été-là, c'était la première fois que je comprenais quelque chose qu'il m'a fallu une autre décennie pour accepter pleinement. Personne n'allait venir me sauver. Si je voulais une vie qui ne ressemblait pas à celle que mes parents avaient écrite d'avance pour moi, j'allais devoir la construire de mes propres mains pendant que tous ceux que j'aimais me disaient que je perdais mon temps. J'ai obtenu mon diplôme en 2016. Je suis parti à Austin avec 2 valises et 1 100 € que j'avais économisés en travaillant comme serveuse. J'ai obtenu un emploi de développeur junior dans une société de courtage en fret, gagnant 46 000 € par an. Et en l'espace de 18 mois, j'ai remarqué quelque chose que personne d'autre ne semblait remarquer, à savoir que le logiciel de répartition utilisé par toute l'industrie avait été créé en 2003 et tenait avec du ruban adhésif et des prières. J'ai commencé à construire quelque chose de mieux le week-end. Je rentrais chez moi après une journée de 10 heures, je mangeais un burrito au micro-ondes et je codais jusqu'à 2 heures du matin. J'ai fait cela pendant presque 3 ans. En 2019, j'ai démissionné. J'ai emménagé dans un appartement de 600 pieds carrés avec une colocataire que j'avais trouvée sur Internet. Je vivais de riz, de légumes surgelés et du billet occasionnel de 20 € que ma grand-mère glissait dans une carte d'anniversaire. J'ai construit la première version de ce qui allait devenir Switchback Logistique avec 2 cofondateurs que j'avais rencontrés lors d'une réunion et nous avons décroché notre premier client payant en mars 2020, 2 semaines avant que le monde ne s'arrête. La pandémie aurait dû nous tuer. Au lieu de cela, elle nous a propulsés. Soudainement, toutes les entreprises régionales de transport par camion en Amérique avaient besoin d'un logiciel capable de contourner une chaîne d'approvisionnement mondiale en feu. Nous sommes passés de 3 employés à 28 en 18 mois. En 2022, nous avions 52 employés et une levée de fonds de série A. En 2024, nous étions 130 et nous venions de clôturer notre série B à une valorisation de 220 millions €.
Ma famille ne savait rien de tout cela. Cela semble probablement fou. C'est fou. Mais il faut comprendre ce que c'était que d'essayer de parler de mon travail à ma mère. La première fois que j'ai mentionné avec désinvolture que l'entreprise que j'avais créée commençait à décoller, elle a dit, et je cite, « Oh, ma chérie, je ne veux juste pas que tu sois embarrassée quand ça ne marchera pas. L'amie de ta sœur, Tasha, a essayé de lancer une entreprise de bougies et elle a tout perdu. » Et puis elle a changé de sujet pour parler de la liste de mariage de mon cousin. La deuxième fois, 2 ans plus tard, j'ai dit à mon père que nous avions embauché notre 20e employé. Il a dit, 20 personnes qui travaillent pour toi, Queen? Es-tu sûr qu'ils sont payés à temps? Parce que si tu diriges une sorte de système pyramidal, ce sont de graves problèmes juridiques. La 3e fois, j'ai tout simplement arrêté. À cette époque, Brin se moquait ouvertement de mon petit projet technologique à chaque réunion de famille depuis 5 ans. Elle travaillait à Je n'allais rien leur dire. Je n'allais pas les inviter. Je n'allais pas parler de travail lors des événements familiaux. J'allais simplement disparaître lentement, comme une bougie dans un courant d'air. Ils ne s'en rendraient pas compte tout de suite. Le temps qu'ils s'en aperçoivent, je serais trop loin pour être atteinte. 5 ans ont passé. J'ai manqué 2 Thanksgiving, 3 Noël, le mariage de mon cousin, les 60 ans de mon père et l'opération de la vésicule biliaire de ma mère. J'ai envoyé des fleurs pour l'opération. Ma mère m'a laissé un message vocal disant qu'il aurait été bien que je vienne en personne, mais qu'elle comprenait que j'étais très occupé avec ce que je faisais maintenant. J'ai supprimé le message vocal. La seule personne de chez moi avec qui je suis resté en contact régulier était ma grand-mère. La mère de ma mère. Son nom est Coraline, mais tout le monde l'appelle Cora. Elle est la seule personne de cette famille qui m'ait jamais regardé comme si j'étais un être humain à part entière et non un brouillon décevant de ma sœur. Quand j'avais 8 ans, elle m'a prise à part lors d'un barbecue familial après que mon père eut annoncé bruyamment à toute la cour que j'avais raté mes tables de multiplication. Et elle a dit, « Queen Bug, écoute-moi. Il n'y a rien qui cloche chez toi. Tu vois juste le monde un peu de travers et un jour ce sera la chose qui te sauvera. Accroche-toi à ça. » Je ne l'ai jamais oublié. Je ne suis pas sûr que j'aurais réussi sans cela. J'ai appelé Cora tous les dimanches à 4.00 pendant 5 ans. Elle savait tout. Elle savait pour Switchback. Elle savait pour la série A et la série B. Elle a su quand j'ai acheté ma maison à Westlake Hills. Elle a su quand je suis sorti avec un homme qui s'est avéré être marié. Et elle a su quand j'ai commencé à sortir avec l'homme avec qui je suis maintenant fiancé, un ingénieur en structure nommé Wa, qui est curieusement patient avec toutes mes absurdités. Cora a gardé tous les secrets que je lui ai confiés. Elle m'a dit plus d'une fois qu'elle était si fière de moi que sa poitrine lui faisait mal. Elle me disait aussi chaque dimanche que la famille m'attendait quand je serais prête et qu'elle espérait que je serais prête avant qu'elle ne manque de temps. Ce qui me ramène au message de Brin à 11.47 un mardi soir. Cora allait avoir 80 ans. La fête se déroulait chez mes parents dans 3 semaines. Cora m'avait appelé la semaine précédente et m'avait demandé d'une voix si petite qu'elle a brisé quelque chose dans ma poitrine si je voulais bien venir juste pour cette fois. Elle a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que j'arrange les choses avec mes parents. Elle voulait juste que je sois dans la pièce. Alors, j'avais dit oui. J'avais dit à ma mère au téléphone que je serais là. Ma mère avait dit d'une voix comme du thé froid, « Eh bien, c'est une surprise. » Et nous avions raccroché 2 minutes plus tard. Puis, 4 jours avant la fête, j'ai reçu un autre message de ma mère. Il disait, « Queen, ta sœur et moi en avons discuté. Nous ne pensons pas que ce soit le bon événement pour que tu reviennes dans la famille. Grand-mère est fragile. Nous préférons que tu attendes et que tu lui rendes visite une autre fois. Nous espérons que tu comprends.
J'ai lu ce message dans mon bureau à 6h00 du soir. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je suis restée assise à mon bureau pendant un long moment. Et je n'ai pas pleuré, car j'avais fini de pleurer pour ma mère il y a longtemps. Je suis juste restée assise là et j'ai senti cette chose très calme, très claire, s'installer dans ma poitrine. C'était le sentiment de comprendre enfin quelque chose que j'évitais depuis des années. Il ne voulait pas de moi là-bas parce que Bryn ne voulait pas de moi là-bas. Et Bryn ne voulait pas de moi là-bas parce que Bryn savait à un niveau presque animal que quelque chose dans ma vie était devenu trop grand à contrôler. Le lendemain matin, j'ai appelé Cora. Je lui ai dit que mon invitation avait été annulée. Il y a eu un silence au bout du fil, puis elle a dit très doucement, « Tu viens quand même, Queen Bug, tu viens et tu ne t'en excuses pas. C'est moi qui demande. » J'ai dit, « D'accord. » J'ai raccroché, je suis allé au bureau et j'ai travaillé une journée normale, car je ne savais pas encore ce qui m'attendait. Ce que je ne savais pas et que je n'ai découvert que plus tard, c'est qu'à peu près au même moment où on annulait mon invitation à la fête d'anniversaire de ma propre grand-mère. Ma sœur Bryn était assise dans un centre commercial à North Charleston en train de remettre un chèque de provision à un détective privé nommé Roland Mendes. Bryn avait décidé au cours des 6 mois précédents que j'étais une menteuse. Pas seulement une déception, pas seulement la brebis galeuse, mais une véritable fraudeuse. Elle s'était convaincue que je montais une sorte d'arnaque. Elle avait vu quelque chose sur LinkedIn, apparemment, une vague mention de mon titre dans une entreprise dont elle n'avait jamais entendu parler. Et au lieu de m'en parler, elle avait fait ce que Bryn fait toujours, c'est-à-dire construire toute une histoire dans sa tête et la présenter à mes parents comme un fait. Son plan, comme je l'apprendrai plus tard, était d'une élégance cruelle. Elle avait engagé Mendes et son partenaire pour déterrer la vérité sur ma fausse entreprise. Elle supposait qu'ils découvriraient que j'étais tout au plus une employée de bas niveau, probablement au chômage, vivant peut-être avec des cartes de crédit. Elle allait attendre la fête de Cora. Elle allait me laisser arriver sans y être invitée devant 40 membres de la famille, puis, entre le gâteau et les toasts, elle allait se lever et m'exposer affectueusement avec des documents devant tous ceux que Cora aimait. Elle a fait part du plan à mes parents. Ils ont convenu que c'était pour le mieux. Ils pensaient qu'un jugement public était ce dont j'avais besoin pour revenir à la réalité. Ils étaient si confiants dans ce que les enquêteurs allaient trouver qu'ils ont payé un bonus aux hommes pour accélérer le rapport. Mendes et son partenaire faisaient bien leur travail. Ce fut la première erreur de Bryn. Elle avait engagé des professionnels, et les professionnels ne décident pas de ce qu'ils cherchent avant de chercher. Ils suivent les documents. Les documents ont mené à un endroit auquel aucun d'eux ne s'attendait. J'ai conduit jusqu'à Edisto Bend un samedi après-midi. Je portais un chemisier en soie anthracite, un jean foncé et une paire de bottines que Wam avait achetées à Mexico. J'avais les cheveux détachés. Je portais les vieilles boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère, celles qu'elle m'avait offertes pour l'obtention de mon diplôme d'études secondaires alors que personne d'autre n'avait pris la peine de m'offrir quoi que ce soit. Je conduisais ma propre voiture, un véhicule utilitaire sport de 4 ans que j'avais depuis avant que l'entreprise ne décolle parce que je ne crois pas aux voitures tapa accent grave-l'œil. Je n'ai pas amené Wa. Je n'ai rien apporté à part un livre emballé pour Cora, une première édition d'un roman de Dora Welty que j'avais déniché sur un site d'antiquaire pour une somme d'argent embarrassante. Je me suis garé dans l'allée de mes parents à 4h18 de l'après-midi. La fête avait commencé à 4h00 de l'après-midi. Il y avait probablement déjà 20 voitures là-bas. Je suis resté assise dans la mienne pendant 1 minute entière et j'ai respiré. Ensuite, je suis sorti et j'ai monté les marches de la maison où j'ai grandi pour la première fois depuis 5 ans. Ma mère a ouvert la porte. Je n'oublierai jamais son visage. Il est passé par environ 6 expressions en 2 secondes. La surprise, la colère, le calcul, puis un sourire fragile qui n'atteignait pas du tout ses yeux. Elle a dit, « Queen, je croyais que nous en avions discuté. » J'ai dit, « Grand-mère m'a demandé de venir. » Elle n'a pas bougé de l'embrasure de la porte. Elle est juste restée là. De l'intérieur de la maison, j'entendais des voix, des rires, ma tante Rosalyn dire quelque chose à propos d'une tarte aux échecs. J'ai attendu. Après ce qui m'a semblé être un très long moment, ma mère s'est écartée, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que l'alternative était de faire un scandale sur son propre perron. Je suis entré dans le salon. Ce qu'il y a de particulier quand une pièce devient silencieuse, c'est que cela ne se produit pas d'un seul coup. Cela se produit par morceaux. Un rire s'éteint. Un verre tintant se posant.
Quelqu'un dit, oh, très doucement, comme s'il avait été vidé de son air. En l'espace de 10 secondes environ, tous les visages de cette pièce se sont tournés vers moi. Cora était assise dans le fauteuil à oreilles près de la cheminée, celui dans lequel elle s'asseyait toujours, avec une couronne en papier sur la tête qu'un arrière-petit-enfant avait manifestement fabriquée pour elle. Quand elle m'a vu, tout son visage s'est illuminé comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur derrière ses yeux. Elle a tendu les mains. J'ai traversé la pièce et je me suis agenouillé à côté de son fauteuil, j'ai pris ses mains et elle a dit dans mes cheveux, « Voilà ma fille. Voilà ma fille courageuse. » J'ai senti ma sœur Bryn avant de la voir. Elle se tenait près de l'arche de la salle à manger dans une robe bleu marine, les bras croisés. Elle me regardait avec une expression que j'avais vue sur son visage un millier de fois en grandissant. Le regard d'une personne qui recalcule quelque chose en temps réel. Elle s'attendait à ce que j'entre en m'excusant. Elle s'attendait à exploiter ce moment. Au lieu de cela, j'étais entré comme si les lieux m'appartenaient. Et ma grand-mère m'avait accueilli comme si j'étais l'enfant prodigue de retour. Et Bryn pouvait sentir que la pièce basculait contre elle. Elle s'est vite reprise. Elle le faisait toujours. Quinn, dit-elle, en projetant sa voix comme à son habitude. Quelle surprise. Nous commencions à nous demander si tu reviendrais un jour parmi nous. Plusieurs têtes se sont tournées vers elle, puis vers moi. Mon père est apparu dans l'encadrement de la porte derrière elle, tenant un verre de quelque chose d'ambré. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs. Eux deux l'étaient. J'ai dit, « Salut, Bryn. »« Salut, papa. » Bryn a souri. C'était le sourire que j'avais vu à travers les tables de la salle à manger toute ma vie. Nous avons tous été si curieux de savoir ce que tu as fait. Pourquoi ne dis-tu pas à tout le monde pendant que tu es là? C'est le moment, je pense, où Bryn a vraiment cru qu'elle me tenait. Elle pensait que j'allais paniquer. Elle pensait que j'allais tergiverser, bégayer ou changer de sujet. Elle avait planifié le reste de la soirée autour de mon inconfort. Je me suis levé de mon siège à côté du fauteuil de Cora. J'ai dit d'une voix parfaitement égale, « Je dirige une entreprise de logiciels à Austin. Nous fabriquons des logiciels de logistique pour les transporteurs de fret. Nous avons 838 employés. Nous avons généré environ 42 millions d'euros de revenus l'année dernière. Je suis la présidente directrice générale et je l'ai cofondée en 2019. » On aurait pu entendre une mouche voler sur le tapis. Ma tante Rosalyn, parmi toutes les personnes présentes, a été la première à parler. Elle a dit, « Quinn, ma chérie, c'est merveilleux. Pourquoi diable ne nous l'as-tu pas dit ?» J'ai regardé ma mère et j'ai regardé ma sœur et j'ai dit très calmement, « J'ai essayé. » C'est à ce moment-là que la sonnette a retenti. Ma mère, troublée, est retournée à la porte. Elle l'a ouverte. Il y avait deux hommes debout sur le perron. L'un était dans la cinquantaine, latino, en costume gris. L'autre était plus jeune, blanc, peut-être 40 ans, en pantalon de ville et chemise boutonnée. Il y avait une femme avec eux en veste sombre tenant un porte-documents en cuir. Et derrière eux, garés sur le trottoir, se trouvait une berline banalisée et une voiture de l'adjoint du shérif du comté de Charleston. L'homme plus âgé a dit, « Madame Hartwell, je m'appelle Roland Mendes. Je suis désolé de faire cela ici. Nous devons parler avec Bryn Hartwell. » J'ai observé le visage de ma mère. Je l'ai regardé faire le lien. J'ai regardé Bryn derrière elle devenir absolument livide. Je vais vous raconter ce que j'ai appris plus tard parce qu'à l'époque je n'y comprenais rien. Lorsque Mendes et son partenaire ont commencé à faire des recherches sur moi, ils ont fait ce que les enquêteurs font toujours, c'est-à-dire suivre l'argent. Ils ont passé mon nom dans les bases de données standards et ils ont très vite découvert que j'étais bien celle que je prétendais être. Présidente directrice générale de Switchback Logistique, fondatrice, vraie entreprise, vrais investisseurs, vrais revenus. Tout cela figurait sur les documents du régulateur financier lors de notre dernière levée de fonds. Il leur a fallu environ 90 minutes pour confirmer, mais ils avaient reçu une provision substantielle pour produire un rapport détaillé. Et Bryn avait été très précise sur le fait qu'elle voulait qu'ils trouvent des preuves de fraude. Ils ont donc continué à creuser, et à un moment donné, ils se sont posé une question raisonnable, à savoir, qui nous paie pour enquêter sur cette femme et pourquoi. Ils ont donc procédé à une vérification financière de routine sur Bryn. Bryn travaillait pour une association à but non lucratif spécialisée dans l'alphabétisation des enfants au centre-ville de Charleston, appelée la Low Country Reading Initiative.
Elle y était directrice du développement depuis près de 7 ans. L'association avait un budget annuel d'environ 2,5 millions d'euros, provenant en grande partie de donateurs privés et de quelques subventions de fondations. Brin était chargé de gérer les relations avec les donateurs, de traiter les dons importants et de superviser le calendrier de versement des subventions. Ce que Mendes a découvert en analysant ses finances, c'est que ma sœur avait discrètement transféré de l'argent des comptes des donateurs vers une série de sociétés à responsabilité limitée personnelle pendant la majeure partie des 3 dernières années. Elle avait pris environ 470 000 euros. Elle s'en était servie pour payer les dettes de jeu de son mari, pour rénover leur maison à Mount Pleasant et pour financer un style de vie dont mes parents se vantaient à chaque événement familial depuis 2 ans. Sans jamais se demander comment une directrice du développement d'une association à but non lucratif pouvait s'offrir une cuisine avec du marbre italien importé. Mendes n'était pas policier, mais il avait un ami au bureau du shérif du comté de Charleston, et il avait l'obligation, à la fois éthique et légale, de signaler ce qu'il avait trouvé. Il avait appelé son ami le jeudi. Le vendredi après-midi, une réunion d'urgence s'était tenue. Le samedi matin, un mandat avait été délivré. Le samedi à 4h00, les adjoints surveillaient la maison de Brin. Quand sa voiture s'est garée dans l'allée de nos parents pour la fête, ils l'avaient suivie à distance. Mendes avait insisté pour être là, non pas pour procéder à une arrestation. Il ne pouvait pas faire cela, mais parce qu'il sentait qu'il me le devait, et parce que Brin l'avait engagé, et parce qu'il l'avait regardé planifier l'humiliation de sa propre sœur aux 80 ans de leur grand-mère sur la base de mensonges, et il voulait être l'homme qui frappait à la porte. Les adjoints sont entrés derrière lui. Ils ont été discrets. Ils ne voulaient pas traumatiser une femme de 80 ans portant une couronne en papier. Ils ont demandé à Brin d'aller dans la cuisine. Elle y est allée. Mon père l'a suivie. Ma mère se tenait dans l'entrée, la main pressée contre sa propre clavicule. Fixant le mur, je me suis assise sur la coudoir du fauteuil de Cora. Cora a levé le bras et a posé sa main sur mon dos. Elle n'a rien dit. Elle a juste gardé sa main là. Les membres de la famille dans la pièce n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Ils pouvaient voir que quelque chose n'allait pas, mais ils ne pouvaient pas dire quoi. Ma tante Rosalyn a essayé de combler le silence en demandant aux gens s'ils voulaient encore de la tarte. Quelques cousins se sont dirigés vers la cuisine, puis sont revenus avec l'air confus. Au bout d'environ 12 minutes, ma sœur est sortie de la cuisine avec un adjoint de chaque côté. Elle n'était pas encore menottée. Ils m'ont dit plus tard qu'elle leur avait demandé de ne pas le faire devant Cora. Les adjoints, qui je pense étaient des hommes décents, ont accepté. Brin a traversé le salon. Elle ne m'a pas regardé. Elle n'a pas regardé ma mère. Elle pleurait, mais doucement, de la façon dont notre mère pleure, c'est-à-dire à peine. Mon père marchait derrière elle et son visage était celui d'un homme qui avait été frappé très fort dans un endroit dont il ignorait l'existence. Ils l'ont mis à l'arrière du véhicule de police dans l'allée. Ils lui ont mis les menottes là. Environ 15 proches l'ont regardé par la baie vitrée. Personne n'a parlé. Je vous épargnerai la plus grande partie de ce qui a suivi parce que la plupart de ces événements ne constituent pas une histoire. Ce ne sont que des formalités administratives et du chagrin. Brin a été inculpé de détournement de fonds, de fraude électronique et de quelques chefs d'accusation de falsification de dossiers financiers d'associations à but non lucratif. Elle a accepté un accord de plaidoyer quelques mois plus tard. Elle purgera 38 mois dans un établissement fédéral en Virginie occidentale. Son mari a demandé le divorce 6 semaines après l'arrestation. La Low Country Reading Initiative a survécu parce que les donateurs se sont ralliés à elle et parce que je leur ai discrètement fait un chèque suffisamment grand pour couvrir l'intégralité du déficit, à condition que personne ne dise jamais à mes parents que c'était moi. Mes parents ont perdu la maison d'Edisto Bend. Ils n'avaient techniquement rien fait de criminel, mais Brin avait fait transiter une partie de l'argent détourné par un compte que mon père avait co-signé, et le règlement civil avec l'assureur de l'association à but non lucratif a englouti la valeur de leurs biens. Ils ont emménagé dans une maison de ville que ma tante Rosalyn les a aidés à louer. Mon père ne m'a pas adressé la parole depuis la fête. Ma mère m'a appelé une fois, environ 2 mois après, et m'a demandé si je serais disposé à discuter de ce qui s'était passé. Je lui ai dit que j'en discuterais quand elle serait prête à s'excuser pour la façon dont elle m'avait élevé. Elle a raccroché. Nous ne nous sommes pas parlé depuis. Cora a quitté sa propre petite maison il y a 1 an parce que les escaliers devenaient trop difficiles pour elle. Elle vit maintenant dans un pavillon d'amis sur ma propriété à Westlake Hills.
Je l'ai fait construire pour elle. Elle a un jardin. Elle a un piano. Elle regarde les cerfs sortir de la ceinture de verdure tous les soirs à la tombée de la nuit. Elle a eu 81 ans le mois dernier. Nous avons fait une petite fête. Oua a fait le gâteau. Cora portait la même couronne en papier que son arrière-petite-fille avait fabriquée pour elle il y a 2 ans, celle qu'elle avait gardée et apportée avec elle dans une boîte à chapeau. Les gens me demandent, quand cette histoire est évoquée, si je me sens vengé, si j'ai l'impression que justice a été rendue. Je ne sais jamais trop comment répondre à cela. La réponse honnête est que je ne me sens pas triomphante. Je n'ai pas l'impression d'avoir gagné quoi que ce soit. Ce que je ressens surtout, c'est de la fatigue. La fatigue profonde que l'on ressent jusqu'aux os après une longue maladie. Parce que la vérité, c'est que je ne voulais pas avoir raison au sujet de ma famille. J'aurais donné beaucoup pour avoir tort. J'aurais presque tout donné pour que ma mère me regarde à un moment donné et voie ce que ma grand-mère a vu. J'aurais tout donné pour que mon père me pose une vraie question sur mon travail. J'aurais tout donné pour que ma sœur soit simplement ma sœur au lieu du mur que j'ai passé 30 ans à escalader. Je n'ai rien eu de tout cela. Ce que j'ai eu à la place, c'est une vie que j'ai construite sans eux, une grand-mère qui a cru en moi et un avenir qui n'a pas la voix de ma mère en arrière-plan pour me dire que je ne suis pas à la hauteur. Si vous regardez ceci et que vous êtes la personne décevante de votre famille, celle qui voit le monde un peu de travers, celle dont les succès sont ignorés et dont les échecs sont répertoriés, je veux vous dire quelque chose. Ma grand-mère m'a dit quand j'avais 8 ans qu'il n'y avait rien qui clochait chez moi. Vous n'êtes pas le brouillon cassé de quelqu'un d'autre. Vous êtes votre propre première édition. Accrochez-vous à cela et construisez la vie qui le prouve. Et ne perdez pas un seul après-midi à essayer de vous faire aimer par des gens qui ont déjà décidé de ne pas le faire. Leur opinion de vous n'est pas votre héritage. Elle ne l'a jamais été. Vous avez le droit de la poser. Vous avez le droit de vous éloigner. Et un jour, un samedi après-midi, sur le perron d'une ville où vous habitiez, vous comprendrez que vous l'avez déjà fait. J'ai repensé à ce samedi après-midi 1 millier de fois depuis qu'il s'est produit. Et ce à quoi je reviens sans cesse, ce n'est pas le moment où ma sœur a été escortée hors de la maison de nos parents menottés. Ce sont les 1100 € que j'avais sur mon compte courant quand j'ai déménagé à Austin en 2016. Parce que tout ce qui s'est passé dans ce salon, chaque réaction sur chaque visage, était déjà inscrit dans les choix que j'avais fait 9 ans plus tôt quand personne ne regardait. Bryn n'a pas fini à l'arrière de cette voiture de police parce que l'univers a décidé de la punir. Elle a fini là parce que pendant 3 ans, elle s'était discrètement dit que personne ne faisait attention. Et une fois que l'on commence à se dire cela, le mensonge devient plus facile à chaque fois. Elle pensait qu'elle pouvait voler une association à but non lucratif pour l'alphabétisation des enfants et écrire des histoires sur mon échec en même temps, et que le calcul continuerait de fonctionner. Ce ne fut pas le cas. Cela ne l'est jamais. Le problème quand on prend des raccourcis dans l'obscurité, c'est que l'on oublie la quantité de lumière qui finit par s'allumer. Ce qui m'a sauvé, ce n'est pas le talent. Je veux être honnête à ce sujet parce que je pense que beaucoup de gens regardent des histoires comme la mienne et supposent que l'opprimé avait quelque chose de spécial que le reste d'entre nous n'a pas. Je ne l'avais pas. Ce que j'avais, c'était un sous-sol, un livre de bibliothèque et le refus d'arrêter de me battre pour moi-même, même quand personne d'autre ne le faisait. Ce n'est pas un don. C'est une discipline. Tout le monde peut la construire. Cela prend juste plus de temps que vous ne le pensez et cela coûte plus cher que ce que l'on vous dit. Et cela se produit presque toujours pendant les années où vous avez l'impression d'échouer. Je veux aussi dire quelque chose à propos de ma grand-mère, car Cora est la raison pour laquelle je suis capable de raconter cette histoire sans amertume. Quand j'avais 8 ans, elle m'a dit qu'il n'y avait rien de mal en moi. Cette phrase était une petite chose. Elle a probablement oublié qu'elle l'avait dite à l'heure du dîner, mais je l'ai portée pendant 23 ans. Et les jours où je voulais abandonner, cette phrase était le sol sous mes pieds. Un adulte, une fois, m'a dit la vérité sur moi-même et cela a suffi. Si vous êtes un adulte dans la vie d'un enfant en ce moment, s'il vous plaît, comprenez ce que vous êtes capable de faire en 30 secondes. Vous pouvez construire une personne. La leçon la plus difficile, celle que j'apprends encore, c'est qu'avoir raison au sujet des personnes qui vous ont blessé n'est pas la même chose qu'être guéri d'elles. Mes parents sont toujours mes parents. La version d'eux que je n'ai jamais pu avoir me manque. Il me manque à Noël et il me manque quand quelque chose de bien se passe au travail, et il me manque d'une manière particulière les dimanches après-midi. La justice est arrivée, la justification est arrivée,
la douleur n'est pas partie avec elle. Alors, si vous êtes la personne décevante, l'étrange, la décalée, s'il vous plaît, écoutez. Vous n'attendez pas de permission. Vous ne passez pas d'audition pour un amour qui était déjà censé être le vôtre. Construisez la vie. Dites la vérité. Gardez les preuves. Et quand la pièce devient enfin silencieuse, entrez comme si vous étiez à votre place, parce que vous y avez votre place.